La contestation sauvera-t-elle la démocratie israélienne? Une conférence de J. Cole, La paix maintenant. La manifestation se passe, comme vous le savez, rue Kaplan, qui est une rue qui va jusqu'au Tour Asrieli, pour ceux qui connaissent la ville, et qui commence à la rue Ibn Gavirol. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Tel Aviv, la rue Kaplan fait à peu près, je sais pas, quelques centaines de mètres, hein. Et le long de la rue se regroupent toutes les associations, les organisations qui participent au mouvement de la contestation, sur lesquels tout à l'heure on va parler, qu'on va vous présenter. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au début de la rue, se sont plus ou moins regroupées les organisations qui sont plus ou moins liées au problème de l'occupation. Il y en a plusieurs, les familles endeuillées, Omdim, Beyachad, enfin bon, plus qui sont là. Puis plus on avance dans la rue, plus ce sont d'autres organisations, ceux qui sont les high-tech, c'est-à-dire la haute technologie, les anciens combattants de la guerre de Kippour, etc. Et on arrive au bout de la rue, devant le podium où parlent les conférenciers, et là se retrouvent les grandes masses, et notamment les gens du Front Rose. Il va tout à l'heure nous expliquer ce que c'est, qui font mettre une ambiance d'enfer. Alors, au petit film, il y a trois moments. Il y a d'une part les gens qui sont devant le podium. C'était avant le début de la réunion, des débats. Puis ensuite, j'ai filmé un petit peu une petite séquence sur le stand des anciens combattants de la guerre de Kippour, qui sont tous debout sur un tank, une maquette de tank qu'ils amènent, qui a la taille d'un vrai tank, mais qu'ils amènent spécialement pour ça. Ils sont debout et ils haranguent la foule. Et vous savez, dans quelques jours, on marque le 50e anniversaire de la guerre de Kippour. Donc, c'est un sujet assez comment dirais-je, émotionnel en Israël, parce que ça rappelle des souvenirs douloureux pour beaucoup. Et ils sont là pour expliquer et chanter. Ils disent, on est venu il y a 50 ans, on a sauvé le pays, on est prêt à revenir aujourd'hui. Si on a besoin de nous, on est tous plus de 70 ans, etc., etc. Et enfin, une petite séquence sur des lycéens qui manifestent contre disons, la propagande du, du, du think tank américain qui s'appelle Qoheleth. יחדיו נמנע כל רודנות, ידענו אובדן כאב ושכול, ידענו לקום פה אור החול, כמו פעם נדע יחדיו לקום, הפעם גם כן שעת חירום, אנחנו נצעד כאיש אחד, עם דגל כחול לבן ביד, נוכיח שבאנו שוב.
Donc, cette petite vidéo a été filmée il y a 3 semaines, le dernier week-end, le dernier Shabbat d'août. On me disait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait que 5000 personnes à Kaplan. Depuis les semaines suivantes, il y avait plus de monde. Donc voilà, c'était pour vous mettre un peu dans le climat du pays. Avant de passer à la parole, donc Tamar Sebok est journaliste et correspondante de Yediot Ahronot en France. Elle était cet été en Israël. Elle a pu passer beaucoup de temps parce qu'elle connaît évidemment beaucoup de monde sur place, et elle nous expliquera un peu plus les différentes composantes de cette contestation. On voit ça comme un ensemble, et c'est constitué de plusieurs organisations qui travaillent ensemble. Il y a un état-major qui gère un peu toute cette coordination. Je laisserai à Tamar le soin tout à l'heure d'expliquer un peu comment ça fonctionne. Après Tamar, Yaniv Segal, qui se trouve à New York aujourd'hui, qui a été réceptionné Netanyahou, qui se trouve en ce moment à New York pour l'Assemblée de l'ONU. Et vous savez, que vous suivez l'actualité, qu'il y a un comité d'accueil dans tous les endroits où il se déplace dans New York et qui l'attend. Et Yaniv fait partie, il a été fondateur du Razit Avruda, c'est-à-dire le Front Rose, qui nous expliquera en quoi consiste cette organisation. Je crois que ce sont eux notamment qui ont lancé l'idée des tambours, si je ne me trompe pas, et qui mettent une ambiance dans toutes les manifestations. Après Yaniv, on donnera la parole à Dorit Fredj. Dorit est à Tel Aviv. Elle est doyenne adjointe de la faculté de droit de l'université de Tel Aviv. Elle est par ailleurs membre du Parti travailliste et membre d'un groupe de Français qui vivent en Israël, enfin de francophones vivant en Israël depuis longtemps, avec David Banishai qui interviendra après elle, un groupe militant très présent dans toutes les manifestations depuis l'époque de Balfour, c'est-à-dire avant les élections précédentes, et évidemment depuis dans le moment de la contestation. Par ailleurs, ce qui est notable avec Dorit, c'est qu'elle est cofondatrice d'une école qui s'appelle l'école Meshoutaf à Tel Aviv, une école pour des enfants à la fois laïcs et religieux. Bon, voilà, ça montre aussi l'ouverture et dans quel esprit est Dorit. Et enfin David, qui est également donc en Israël et qui en dehors de ses activités militantes qui lui prennent beaucoup de temps, il est consultant en environnement et en transition énergétique. Et il y a beaucoup de choses à faire en Israël dans ces domaines. Il est donc consultant auprès des municipalités du pays. Voilà. Voilà. Moi, personnellement, je dirais pour l'instant pas plus. Je passe la parole à Tamar, qui va nous présenter un peu ces différents mouvements de la contestation. Bonsoir à tout le monde. Ce qu'il faut d'abord dire sur la contestation, c'est qu'elle a ses racines il y a déjà pas mal du temps. Ça veut dire qu'on parle de certaines personnes qui étaient actives il y a plus de 10 ans dans la protestation contre le coût de la vie qui s'est soldé un peu un échec, ce qui n'est pas le cas de cette protestation où je crois que les gens ont appris les fonctionnements. Et puis, il y a beaucoup d'organisations qui ont vraiment trouvé leur façon de fonctionnement dans les manifestations face à la résidence du Premier ministre Netanyahou, ce qu'on appelle la protestation de Balfour. Il y a quelque chose qui est très important et que je crois donne beaucoup de force à cette protestation, c'est la crise profonde qu'ont les Israéliens par rapport au monde politique. Ça veut dire que du côté des gens qui sont dans la rue, il n'y a plus de confiance ni en ce que dit Netanyahou, ni ses partenaires dans la coalition. Du côté de gens qui soutiennent cette protestation, il y a aussi une grande méfiance vis-à-vis de l'opposition, qui d'ailleurs, on n'entend pas beaucoup l'opposition officielle dans la Knesset. Donc ça, c'est un peu le toile de fond qui explique que c'est vraiment une protestation qui vient de la société civile et qui s'est organisée au fur et à mesure, mais à la base, c'était
je dirais pas complètement spontanée, mais sans la vue que ça allait prendre si longtemps et qu'il fallait s'immobiliser de façon aussi persistante. Donc, les débuts étaient une mobilisation un peu spontanée lors de la proposition de loi de la réforme judiciaire. Si on va appeler ça la réforme judiciaire, on peut aussi appeler ça un coup d'État, mais ça, je crois qu'on parlera de façon plus détaillée au niveau légal. Et donc, les gens ont descendu dans la rue. Donc, je crois qu'au début, on peut dire que c'était un peu mélangé. Après, il y a des groupes qui se sont distingués et qui ont préparé leurs actions, d'abord chacun de son côté et puis ensemble. Donc, il y a évidemment le Pink Front qui, ici présente, qui date de l'époque de Balfour. Il y avait beaucoup de pétitions qui étaient faites par de chefs d'état-major de l'armée, par des généraux, par de gens qui appartiennent à l'académie, par d'autres groupes comme ça, les avocats. Donc, les gens qui connaissent bien les tenants et les aboutissants et qui ont essayé d'avertir. Au fur et à mesure que ceci n'a pas été entendu, on voyait de plus en plus ces groupes. Alors, il y a ce qu'on peut appeler des corporations professionnelles. Ça veut dire les assistantes sociales, le gens des universités, le Cap Noir qui sont les avocats. Et puis, il y a des exemples. Il y a aussi le psychologue et les psychiatres. Alors, on le voit bien pendant le manif parce qu'ils ont tous des t-shirts de couleurs différentes, de messages. Ils vendent leurs produits pour financer et ils alertent beaucoup aussi sur la dégradation qu'ils subissent déjà maintenant et qu'ils vont subir si ces réformes vont passer. Après, il y a tout un bloc qui appartient plutôt à l'armée et aux vétérans de l'armée. Donc, ça s'appelle le frère des larmes. Donc, il y a des gens qui sont des gens qui font leur service des réserves. Il faut savoir que les gens qui sont dans des positions clés à l'armée, ils peuvent servir pendant 20 ans, parfois 30 ans. Il y a des gens qui font leur service de réserve encore à 55, 54. Donc, c'est des gens qui contribuent vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'engagement. Donc, quand on les appelle des traîtres ou des gens qui cherchent la destruction de l'État d'Israël, il faut voir combien de temps et combien d'efforts ils investissent pendant toute leur vie. Donc, il y a eu d'abord une lettre de l'état-major, il y a eu cette corporation de frères d'armes, il y a eu aussi un groupe qui est très très important et qui est très présent dans les manifestations. C'est des gens qui ont servi pendant la guerre de Kippour, dont on célèbre le triste anniversaire là, de 50 ans. Et par exemple, à chaque manifestation à Kaplan, à Tel Aviv, qui est le carrefour qui était rebaptisé le carrefour de la démocratie, ils ont en tant qu'un décor, ils sont dessus et ils racontent des histoires de leur engagement pour est-ce qu'il leur est arrivé pendant la guerre, pour faire comprendre pour quelle cause ils se battent, pour vraiment faire comprendre à quel point ces valeurs sont importantes à leurs yeux et qu'ils tiennent à les défendre et quel est les prix qu'ils ont payés. Paradoxalement, il se trouve en diagonale avec ce qu'on appelle le front contre l'occupation. Alors, c'est deux groupes qui ont eu des tensions entre eux plutôt au début, parce que, évidemment, le côté très militariste, ça choque les gens qui luttent contre l'occupation depuis très, très longtemps. Et de l'autre côté, il y a eu
des personnes, de gens qui s'appellent les frères d'armes, qui sont venus dire qu'il ne faut pas mélanger toutes les causes. Donc ça, on va en toucher un mot, mais il y a aussi un groupe qui est très important. Il y a plusieurs groupes qui sont importants, qui ne sont pas identifiés par leur métier, mais plutôt par la partie dans la société qu'ils tiennent. Par exemple, les Arabes israéliens. Il y a eu d'ailleurs une marche début août pour soutenir la société arabe en Israël, arabe israélienne, parce que le nombre de personnes assassinées et l'ascendant de la criminalité sur cette société, il est énorme. Dans la manifestation de cette marche début août, il y avait 143 morts. Aujourd'hui, on est déjà, le compteur est à 176 personnes qui étaient assassinées dans la société arabe israélienne. Donc, eux, ils essayent d'amener, je dirais, deux causes qui leur tiennent à cœur. C'est le fait qu'on s'occupe de cette réforme, si on veut, coup d'État judiciaire, et on ne s'occupe pas du tout de ce qui gangrène la société israélienne, et aussi du fait que, bon, et ça on peut en discuter après, est-ce que le prémisse de toute cette situation est à trouver à l'occupation ou pas, ce qui rejoigne le front contre l'occupation. L'autre groupe est les Druzes israéliens, qui servent à l'armée, dans l'armée, qui sont en théorie des citoyens à droite égaux, et en fait, ils les sentent pas vraiment, et il y a eu un conflit dans le nord d'Israël récemment où il y a des turbines énergétiques qui doivent être installées à côté de leur village, et ils sont contre, et le gouvernement a essayé de passer en force. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro et qui s'appelle Daphné. Donc, ce qui se passe, c'est que tous ces groupes qui étaient, on va dire, un peu individualisés au début, sont arrivés à un état où ils se disent que le front doit être le front de tout le monde. Alors, ça se fait avec plus ou moins de tolérance, parce que la force de la société israélienne doit être dans la cohésion de tous ces groupes. Et parfois, il y en a qui disent que l'attention se disperse trop et qu'on devrait être tous contre ces coups d'État judiciaires. Ce qu'on oublie souvent, c'est que pas tout se passe à Tel Aviv. Ça veut dire que les groupes sont le plus visibles, et la manifestation centrale est le plus visible à Tel Aviv, mais il y a énormément de participants à Haïfa, à Jérusalem, sur le pont toujours depuis Balfour. Il y a des endroits comme Kfar Saba, comme Ramat HaSharon, il y a quand même des centaines de personnes. Donc on arrive à un moyen de 200 à 300 000 par semaine, et ça dure déjà, ce week-end, ça sera 38 semaines. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui persiste dans la société israélienne et qui n'est pas là pour disparaître. Et là, ce que je crois est apparu, c'est qu'on ne s'occupe plus que de ces coups d'État judiciaires, mais en fait de tout le mot de la société israélienne qui sont négligés depuis très longtemps, et qui, avec ces gouvernements qui a dû faire beaucoup des alliances, on va dire, presque contre nature, et promettent beaucoup à tous les partenaires, il y a énormément de perdants dans la société israélienne, et ces perdants, ils veulent faire entendre leur voix. Ça veut dire que le budget de l'éducation,
justement l'aide, par exemple, aux rescapés de la Shoah, le coût de la vie, tout ça est négligé et du coup, il y a un ras-le-bol énorme. Par rapport à la politisation des manifestations, alors officiellement, ils diront tous, oui, j'oubliais les high-tech qui sont très très importants parce que il apporte un soutien et sur le terrain et financier, mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie de fonds est financée par un, un crowdfunding, ça veut dire c'est les gens qui achètent justement les t-shirts et tout ça, mais qui contribuent aussi. Donc, il y a à peu près 40 millions de shekels qui étaient donnés que par le participant et pas par comme le côté du gouvernement essaye de faire croire par de puissances étrangères ou des gens qui sont intéressés. Donc, sur les côtés politiques, officiellement, on vous dira que non. Maintenant, est-ce que de gens qui sont vraiment à la pointe de ces manifestations iront vers la politique? Ça, on verra la prochaine fois qu'il y ait une mobilisation. Moi, je crois que vu ces déceptions de ce qui se passe dans la vie politique, euh, les leaders de toutes ces protestations ont les sentiments qu'ils peuvent influencer beaucoup plus en étant à l'extérieur du système politique. Voilà, ce qu'on peut aussi dire que c'est un grand succès parce qu'un ministre ou un premier ministre israélien ne peut plus se déplacer ni en Israël ni à l'étranger, comme on voit, sans être attendu et sans manifestation, ce qui a fait que ça a beaucoup ralenti l'élan de législation qui sont extrêmement antidémocratiques, certaines. Et donc, il y a un effet réel sur les systèmes politiques israéliens. Merci Tamar. Avant de passer la parole à Yaniv, qui m'entend, juste un point, parce que tout le monde n'est pas au courant, tu as parlé de 176 morts dans la solidarité arabe israélienne. Il faut comprendre que c'est lié à des problèmes de pègre au sein de la société israélienne, des assassins qui tirent pour des tueries entre familles, entre clans, et la police ne fait pas son boulot, et c'est ça, alors que le précédent gouvernement avait commencé à s'y atteler. Si on compare les courbes, on avait réussi à baisser un peu le nombre de morts dans l'année, et là déjà on a plus que doublé du nombre de morts de l'année précédente. Voilà. Il y a des zones de non-droit en Israël Tout à où fait. la police ne veut pas intervenir et où les extrémistes disent à mot couvert, bon, qu'ils s'entretuent, disons-le. Il y a un manque de respect d'importance de ces problèmes qui gangrènent la société. Ok. Alors, David, je voudrais juste rajouter un tout petit mot à Tamar, parce que c'est marrant qu'elle ne l'ait pas dit. Je voudrais quand même parler des femmes en rouge, Bonot Alternativa. Oui. Il y a dans cette mécha un leadership féminin qui est hors norme. Oui. L'égérie du mouvement, c'est quand même Shikma Bressler, c'est quand même un personnage qu'on connaît depuis Balfour. Donc ça, c'est important. Juste, je rajoute ce petit élément-là. Je pense que les femmes qui sont tellement engagées et qui font un tel boulot, je pense que Tamar, il faut le dire. Voilà, je voulais juste rajouter ça, je referme la parenthèse. Absolument, vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a des figures féminines très, très importantes dans cette contestation. Donc, cette femme en rouge, Shikma Bressler. Tu peux la présenter, Tamar. Shikma, dis un mot sur elle. Présente-la, qui elle est, Shikma. Alors, Shikma Bressler, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. C'est une professeure dans l'Institut Weizmann, mère de 5 enfants, elle a 42-43 ans. Et elle est l'égérie de cette protestation, celle qui mène toutes les manifestations, celle qui ouvre toutes les grandes manifestations à Kaplan avec un speech qui vraiment galvanise tout le monde. Elle a été arrêtée plusieurs fois et elle persiste et signe par rapport à l'importance de cette protestation civile. Elle est vraiment le symbole.
Et si on parle déjà des femmes, il y a aussi une journaliste indépendante qui s'appelle Orly Barlev, qui suit depuis Balfour, qui ne travaille dans aucun média reconnu et qui se trouve également en New York en ce moment et qui fait partie des personnes qui vraiment amènent la conscience de ce qui se passe sur le terrain. Et d'ailleurs, comme elle dit, dans les quartiers généraux de la police, ils écoutent et ils regardent ce qu'elle dit parce que ça leur permet de voir ce qui se passe sur le terrain. Donc, merci. Chikma Bressler, effectivement, est professeur en physique des particules à Weizmann et travaille aussi au CERN à Genève, pour ceux qui connaissent. Alors, Yaniv. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Yaniv, je suis là à New York en ce moment. On vient de manifester devant l'hôtel où Biden et Netanyahu ont un peu crié et utilisé les tambours. Et en fait, j'aimerais bien vous montrer une petite vidéo. C'est notre vidéo qui parle un peu de Front Rose. Et là, on est de l'association, parce que depuis deux mois, on est l'association. Et c'est en hébreu, mais c'est juste pour voir un peu notre activité. Il y a un côté très visuel de notre activité. J'aimerais bien que vous voyez. התחלנו במחאת בלפור, בתור קבוצה של אומנים צעירים, נשים ולהט"ב. וכמו השם שלנו, אנחנו תמיד בחזית ותמיד בוורוד. אלא אם כן אנחנו בשחור. ורוד זה צבע שבדרך כלל נתפס עם רגישות, רוך, חמלה, אופטימיות, תקווה. הוא מסמל נשים, את הקהילה הלהט"בית, ילדות, ילדים. אנחנו לוקחות את הצבע הוורוד והופכות אותו לצבע המאבק שלנו. כשהתחילה ההפיכה המשטרית, קלטנו שצריך אותנו. הגענו להפגנה הראשונה עם 2 תופים ומגפון, וממש כמו החלילן מהמלין, הובלנו צעדה. עד השבוע שאחרי, התארגנו על 10 תופים, והגענו כמו צבא ורוד. החקיקה לא עוצרת, ואנחנו לא עוצרות. אנחנו ממשיכות לפעול כל הזמן בשני מישורים. בטווח הראשון והמיידי, אנחנו מפגינות בכל מקום. אנחנו מקימים עוד מוקדים רועשים ואנרגטיים ברחבי הארץ, ומובילות את המאבק על הדמוקרטיה הישראלית. ובטווח הארוך, אנחנו מבינות שכדי שישראל תהיה דמוקרטיה ליברלית, אנחנו חייבות להמשיך בעבודה מעמיקה של לימוד המהות הדמוקרטית באקטיביזם וביצירת קהילות ליברליות פלורליסטיות, חיות וערות. אז מה העמותה שלנו הולכת לעשות? נעמיק ונבסס מוקדי פעילות בערים השונות. נרחיב את פרויקט הנוער שלנו. נייצר תרבות אקטיביסטית, אונליין ואופליין. נגדיל את הכוח הפוליטי, מוניציפלית וארצית. בחלום הכי גדול שלנו. נקים קהילות גבודות, סניף ממשי בכל עיר, ממש כמו בחיפה. בשביל שכל זה יקרה, אנחנו צריכות אתכם וגם אתכם איתנו. התמיכה שלכם תאפשר לנו להרחיב את הפעילות, לצמוח ולממש את החזון הוורוד הזה. כי אני רוצה שמדינת ישראל תהיה מקום שאני יכולה לחיות בו ולגדל בו ילדים. בואו תהיו חלק מהמאבק הוורוד. אנחנו כאן להישאר! Ok. Alors, ça montre un peu notre activité. Et notre activité sur le terrain. Déjà, vous avez vu aussi Kalani Sharon. Nous, on a fondé le Front Rose pendant les manifestations il y a 3 ans à Balfour, à Jérusalem. C'est là où on a commencé aussi l'utilisation de la couleur rose comme symbolisant notre combat. Alors, on est déjà là-bas et maintenant encore plus, on était un groupe de principalement LGBTQ, gays, lesbiennes et femmes, artistes. On est tous, moi je parle français parce que j'ai vécu à Paris, j'ai étudié le théâtre à Paris il y a 6 ans, il y a 10 ans même que je suis arrivé à Paris, et on est tous comédiens, comédiennes et danseurs, danseuses. Là, maintenant, je suis plus designer, graphic designer. Mais là, on a pris nos métiers, nos arts pour parler
pour protéger la démocratie, pour combattre les politiciens corrompus et qui, à l'époque, déjà à l'époque, on savait qu'un premier ministre corrompu et inculpé, il va détruire les pays ou la démocratie et ça va nous infecter comme des minorités, les premiers, c'est-à-dire les femmes, les gays, les arabes. Et c'est pour ça qu'on a pris ce côté, on s'est mis au front et le devant, et avec cette couleur, parce que, comme vous savez, la couleur rose, elle symbolise pour le bien ou pour le mal les femmes et les gays, comme par exemple dans la Shoah, il y avait le triangle rose. Et donc, on a pris cette couleur qui n'a jamais été utilisée politiquement. Jamais. Alors que c'est la seule couleur, nous on dit, et je suis assez sûr que c'est la seule couleur qui est vraiment politique. C'est-à-dire le rouge, le blanc, le noir, ça peut être, le rouge peut être la passion, mais ça peut être le sang. Rose, c'est femme, c'est gay, pas dire PD même, comme on nous dit parfois en Israël, quand je marche dans la rue habillé comme ça. Et c'est l'enfance, c'est l'optimisme, en hébreu on dit aussi le futur rose, comme le futur qu'on mérite. Et tout ça, c'était parfait pour nous, parce que comme on utilise les mégaphones pour qu'on nous entende, on va dans les rues pour qu'on nous voit. Et cette couleur-là, elle est la plus visible, beaucoup plus que la couleur noire ou d'autres couleurs qui sont plus peut-être la colère, mais il y a un autre côté de cette rose qu'on montre comment on est plus fort ou forte qu'eux, et que même s'ils essayent de nous détruire, de nous enlever les droits et tout, on n'efface pas le sourire de notre visage. On est fort, on est là, on prend nos tambours et on marche dans les rues. On réclame les rues, on réclame le pays, on réclame tout ça. Et il faut dire aussi qu'il y a des associations gays ou pour les droits LGBT ou pour les droits des femmes, mais c'est comme mais c'était toujours ciblé vers cette but-là. Ce n'est pas des LGBTQ pour la démocratie, et ce n'était pas des femmes pour la démocratie, mais peut-être des femmes pour les droits des femmes, et des LGBT pour les droits des LGBT, mais nous, on est LGBT et femmes et artistes pour la démocratie elle-même. Donc, ça, c'est aussi une petite nouveauté. Et par rapport, ça, c'est par rapport au Pink Front. Et c'est vrai qu'il y a 9 mois, on a commencé 7 mois, en novembre. Et on avait 2 tambours. On avait 2 tambours et quelques habits qui nous restaient de Balfour. C'est-à-dire qu'après Balfour, Netanyahou, il a perdu les élections. Nous, on a gagné. C'est-à-dire que c'était notre première victoire. Et déjà, il y a 3 ans. Et là, après, on a arrêté. On est retourné chacune à sa vie. Et on a fait quelques manifestations aussi dans les territoires, dans la Cisjordanie, à Sheikh Jarrah aussi, et justement parce que déjà, il faut peut-être dire que non, je vous montre mon t-shirt, on est peut-être une des seules organisations qui ont tout écrit en hébreu, en anglais et en arabe. Il faut dire qu'avant, il y avait peut-être, Tamar, vous pouvez m'aider avec, il y avait la loi sur la nationalité. Ouais. Qui a déjà, en première partie, l'arabe n'était plus une langue officielle en Israël, ce qu'elle était avant, de langue officielle. Et là, en fait, ça ancre l'identité juive dans la nationalité israélienne. Ça veut dire qu'être israélien, c'est tout d'abord accepter l'identité juive, et c'est inscrit dans la loi. Ce qui avant n'était pas dit comme ça, c'était un pays avec une majorité juive, par exemple les Arabes sont 20% les Arabes israéliens, mais et l'étape suivante,
c'est des interdictions de tout signe extérieur, des inégalités, tout ça. Donc, l'identité pluraliste, c'est devenu vraiment une identité juive surtout. Et qu'on a effacé aussi, avant, les arabes, hébreux et anglais étaient les langues officielles d'Israël, alors que maintenant, nous, on dénie cette loi, même si on n'a pas encore de centre de Pink Front dans des villes arabes, pas encore. On est quand même, déjà aussi, on a un autre t-shirt, notre premier t-shirt qui est écrit « Démocratie pour toutes ». Déjà, c'est très important pour nous d'utiliser la voix féminine. Vous savez peut-être qu'en hébreu, tout est gendré. Et si on parle en masculin ou en féminin, tous les verbes, voilà, les adjectifs. Donc, déjà aussi, si vous entendez dans les manifestations, même les frères en armes et tout ça, ils chantent « Anachnu lo mefachadot ». Nous n'avons pas peur, mais lo mefachadim, c'est masculin, lo mefachadot, c'est féminin. Normalement, en hébreu, le non-gendré, c'est quand même gendré, c'est le masculin pluriel. C'est ce qu'on entend, il n'y a pas de gendre neutre. Et donc, on met ça aussi dedans. Et quand on écrit démocratie pour toutes, on écrit en hébreu, en arabe et en anglais, parce que quand on dit toutes et tous, c'est toutes et tous. C'est-à-dire, c'est les arabes, c'est les juifs, et même poser cette question, c'est raciste pour nous. Donc, c'est peut-être, ça peut répondre à la question, comment on met aussi, comment on partage notre combat avec le front contre l'occupation et tout ça. On cherche, nous, comme organisation, les arguments les plus nets, les plus clairs, les plus pragmatiques. C'est-à-dire, si on dit démocratie pour toutes, c'est pour toutes, c'est pour tous. C'est les Arabes et les Juifs. On cherche un nouveau base, lien en commun pour pouvoir aussi résoudre ces problèmes-là qui sont très, très grands et qu'on n'arrive pas à, nous, peut-être les attaquer directement, mais on fait ça comme on est artiste, on sait très, très bien la valeur et le pouvoir de la parole. Et vous savez ça très bien, et moi, j'ai très bien appris ça en France, par l'art et le théâtre en français. Mais c'est-à-dire qu'on utilise notre forme, nos corps, comme performeurs pour passer nos messages, nos voix, nos tambours. Et c'est pour ça qu'on est peut-être très visible sur le terrain. Déjà, on voit très, très bien le rose dans la nuit. On fait beaucoup de bruit, mais on a, par exemple, aujourd'hui, devant la manifestation et en Israël, devant l'ambassade des États-Unis et ici en New York, on avait un pancarte écrit « Cette Barbies fighting for democracy ». Cette Barbie, elle lutte pour la démocratie. Et les gens nous arrêtent. Et parfois, au début, on nous a demandé si ce n'était pas trop faire le cirque, faire trop de théâtre dans les manifs, alors que ça montre là maintenant le pouvoir de l'art. Et c'est aussi une partie de nos luttes parce que l'art en Israël, elle est pauvre, elle est affamée, elle a soif on n'a pas de budget et ça fait partie du contrôle de l'esprit et des idées. Et dans le pays, par exemple, on a fermé des théâtres arabes à Haïfa, on a fait descendre des pièces de théâtre qui parlaient de Palestiniens et tout ça, c'est-à-dire au début, et si je peux parler peut-être de la différence de Balfour à maintenant, comme vous avez vu dans la vidéo de David, qu'on a parlé de Kohelet. Il y a 3 ans, on n'a pas parlé de Kohelet, on ne savait même pas qui était Kohelet. On pensait que c'était juste le serpent, la tête, c'est-à-dire Netanyahou, et il est parti, on a gagné, mais 1 an plus tard, il est revenu parce qu'il a tout un système de poison, de violence, de fake news et qui l'aide et qui circule tout autour et qui est, en fait, il y a des partis, par exemple Kohelet, qui marchent, qui travaillent depuis 20 ans. Et on ne savait pas, à l'époque, on pensait que c'était que le gouvernement, qui si Netanyahou, si lui il quitte, si on arrive à l'enlever, je sais pas, le côté plus moins extrême
on pouvait l'entendre, mais en fait, non. Et là, on comprend que c'est tout un système qui a commencé à travailler il y a 30 ans. Si on sait qu'il y a 30 ans, presque, c'était l'assassination de Rabin, et maintenant, on voit le ministre de Défense nationale, et c'est la personne qui a tiré le symbole de sa voiture un mois avant qu'il soit assassiné. Donc, c'est vraiment, on ne peut pas l'écrire comme une série ou comme un film, un Netflix, quoi. C'est vraiment trop simple. On n'a jamais pu croire que ça arrive à ce point-là, mais on se trouve ici. Et là, c'est le moment où on prend l'action. Et on parlait beaucoup où sont les jeunes, où ils sont déjà à Balfour, et là maintenant. Nous, on ne parle pas des jeunes parce qu'on a des vieux, des jeunes. Vous avez vu aussi notre jeunesse de Pink Front avant l'ouverture de l'année scolaire qui a parlé de Kohelet. Et c'est notre groupe de jeunesse qui ont entre 12 ans et 17 ans. Et on a des groupes partout en Israël. J'espère qu'après ce voyage à New York, j'aurai aussi un groupe à New York de Pink Front. Et qui, déjà, on passe... On n'est pas des musiciens, d'ailleurs. On fait beaucoup de métiers artistiques, mais on n'est pas des musiciens. Donc, nos utilisations des tambours sont très simples. C'est très ciblé à la manifestation pour être très direct. Et avant chaque manif, on ouvre nos garages. On a une trentaine ou quarantaine de tambours et on les prête à des gens qui veulent jouer avec nous. On fait une petite tour des rythmes et des chansons. On va dans la rue. C'est-à-dire qu'on essaie de même impliquer les valeurs démocratiques, de la liberté de parler et donner ce pouvoir à tout le monde, même dans nos actions, parce qu'on croit que pour gagner, pour qu'on ait les valeurs qu'on veut à la fin, à la victoire, j'espère, je crois, de ce combat, il faut les crier là maintenant. C'est-à-dire que si on veut des droits pour les femmes ou les LGBT ou pour avoir un pays plus sensible dans ce pays très machiste au final et très militaire, on veut ces voix sensibles, qu'on a le droit d'être fragile et délicat et gay et trans ou quoi que ce soit. On ne veut même pas parler de ces définitions. On combat, on lutte pour avoir ce droit. En Israël, dans ce pays, des gens qui ont été chassés, on croit que c'est ridicule, qu'on ne peut pas vivre comme on veut. Jusqu'à ce moment, on n'a pas de droit. Moi, je ne peux pas me marier avec mon copain, par exemple. Ou si on veut se marier, pas moi, et des femmes et les hétéros, c'est toujours par les rabbins, c'est-à-dire c'est des mariages religieux en Israël. Donc, tout ça, c'est des valeurs que entre dans nos luttes, c'est-à-dire que, et c'est très, comme ça fait déjà 38 semaines qu'on est dans les rues, chaque semaine, il y a quelque chose d'autre dans les infos, chaque fois, ils font passer d'autres lois obscures, donc ça montre parfois des idées, c'est-à-dire qu'ici, on passe une loi contre les femmes, on va parler à cette semaine-là à Balfour, dans le marche qu'on fait de la place Dizengoff jusqu'à Balfour, c'est-à-dire on fait une marche avant la manifestation centrale et vers le jonction de Kaplan. Et là, parfois, chaque fois, on parle de choses différentes. On change chaque fois le thème et nos habits aussi, on fait nos performances. Mais le phare, c'est-à-dire l'idée centrale dont on parle, c'est la démocratie. Parce que si on n'a pas la démocratie, on ne pourrait pas parler des droits des Arabes ou Palestiniens, la fin de l'occupation, les droits des gays, les droits des femmes. Tout ça, ça viendra plus tard avec un gouvernement pas de criminels corrompus et fascistes, comme ils se décrivent et lui-même, par exemple, Smotrich, il est fier d'être homophobe et raciste. C'est lui qui a dit ça. Donc, c'est vraiment sur ce genre. C'est dehors, c'est pas caché, quoi. Ils n'ont même pas honte, comme on dit. C'est pour ça qu'on crie « Boucha, Boucha ». Bien, Yaniv, avant de passer la parole à Dorit, qui va parler des problèmes plus juridiques et du rôle de la Cour suprême comme rempart
contre cette réforme-là. Alors, moi, je voudrais, toi Yannick, puisque tu es sur le terrain et que tu participes à toutes ces organisations de manifestations, que tu dises un mot sur la coordination, sur l'état-major qui organise toutes ces manifestations. Je sais qu'il y a comme on dit en hébreu, un maté, c'est-à-dire un état-major qui regroupe une dizaine de personnes qui se réunissent évidemment chaque jour ou chaque semaine, je ne sais pas, et qui planifient, parce qu'on constate chaque semaine à Kaplan qu'il y a un mot d'ordre qui est celui de la semaine, avec des affiches qui sortent. C'était une fois sur la problématique des femmes, quand il y a eu un problème de femmes à qui on a interdit de s'asseoir dans l'autobus, ou certains chauffeurs leur demandaient de s'asseoir au fond du bus. Une autre fois, ça a été la thématique de la pègre dans le secteur arabe, etc. Donc, chaque fois, il y a un thème qui est retenu. Juste, tu peux dire un mot sur la coordination? Oui, je peux dire que, en fait, je crois, moi, j'ai l'impression on fait exister la politique comme il faut la faire en Israël. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'organisations avec des différents objectifs parfois, mais on arrive à travailler ensemble, on se respecte, et c'est-à-dire il n'y a pas une organisation ou un chef, un commandant des manifestations. Même le Maté, c'est un groupe c'est plus le côté organiser les bureaucraties pour avoir la scène ou pour parler avec la police, je sais pas. C'est plus ce côté-là, ou pour avoir les dons et pour avoir l'argent pour faire tout ça, mais on a tous la liberté, chaque organisation est indépendante. On travaille ensemble parce qu'on comprend, on le crie même, on le chante, Gush Echad Be'achad Enatzach, c'est-à-dire qu'ensemble, on gagnera. C'est-à-dire et ça marche comme ça, on se parle, on a beaucoup de groupes sur WhatsApp, chaque organisation et entre organisations, et on se parle dans toutes les organisations. Et le maté, c'est-à-dire comme vous avez décrit, c'est plus pour organiser tout, et on est tous d'accord. Parfois on a des désaccords, mais c'est vraiment, on travaille ensemble, c'est devenu vraiment comme des organisations qui travaillent ensemble. Voilà. Merci Yannick. Donc Dorit va nous parler un peu plutôt des aspects juridiques. Comme vous le savez, le grand combat en ce moment, c'est celui de la Cour suprême, que cette loi, un des projets de la loi, c'est de réduire ses prérogatives. Et je voudrais donc Dorit revienne un petit peu à la fois sur l'historique, parce que c'est ainsi de connaître un peu le contexte, et en quoi la Cour suprême est encore un rempart contre toutes ces réformes. Alors oui, je crois c'est important de revenir sur certaines choses, parce qu'il y a un certain nombre de socles qui sont remis en cause ces dernières années, mais encore plus ces dernières semaines. On m'a dit que vous étiez un public averti, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'Israël n'a pas de constitution. En l'absence de constitution et de traité avec d'autres pays voisins, la déclaration d'indépendance est le texte qui est au sommet de la hiérarchie des normes israéliennes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Il y a évidemment le caractère juif de l'État d'Israël. Il n'y a pas le mot démocratie, d'accord? Mais il y a tous les principes constitutifs d'un État de droit, c'est-à-dire la justice, la paix, la liberté, et surtout une égalité complète des droits des droits sociaux et politiques, sans distinction de race, de sexe et de croyance. Et ce qui est important de dire aussi, puisque tout a été dit ces derniers temps, c'est que la déclaration d'indépendance n'est pas un bout de papier qui a été écrit à la va-vite, c'est le résultat d'un compromis entre toutes les composantes du mouvement sioniste de l'époque. Il y a eu, je ne sais pas combien d'ébauches. On peut très bien lire tout ça dans les mémoires de Golda Meir. Toutes les étapes sont décrites, si vous voulez. Et il y a même, ça devait s'appeler la République d'Israël, mais les sionistes religieux étaient contre, donc ça s'est appelé l'État d'Israël finalement. Donc il y a eu tout un processus, et donc ce résultat est le compromis qui a été trouvé à l'époque. Une autre chose qui est importante,
c'est que la déclaration d'indépendance a pris sur elle les principes du droit international. Ils sont cités dans la déclaration d'indépendance. Ça, c'est ce que nos pères fondateurs ont voulu inscrire dans le marbre. D'accord? Donc, c'est important de le dire. La déclaration d'indépendance confère à la première assemblée, la première Knesset, la qualité d'assemblée constituante. Et malheureusement, dans les premières années, la première Knesset ne parvient pas à une constitution. Et dans les années 50, elle va adopter une décision qui est la décision Harari, qui stipule que les Knesset futures vont faire passer ce qu'on appelle des lois fondamentales, d'où l'origine des lois fondamentales, qui serviront de base à une constitution. Autrement dit, ce qui permet aujourd'hui à la Knesset de faire passer des lois fondamentales, étant donné qu'elle n'a pas fait passer de lois fondamentales sur la façon de légiférer des lois fondamentales, ce sont ces deux textes. D'accord ? Et donc, c'est important, très, très important de le dire. Quelques mots très courts sur les lois fondamentales. Jusque dans les années 90 en Israël, toutes les lois fondamentales qui passent sont des lois procédurales, essentiellement. OK ? En 92, on va avoir les premières lois fondamentales qui traitent des libertés individuelles et des droits de l'homme, qui sont la loi Kvod Ha'adam Vecheruto et Chofesh HaIssouk. Je vais peut-être vous étonner, mais à l'époque, c'est le Likoud qui est à la manœuvre. Le ministre de la Justice est Dan Meridor. C'est un processus qui a pris des années et des années, où il y a eu un consensus, rien qui ne ressemble à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et Dan Meridor, pour certains doivent se souvenir de son discours lorsqu'il a amené ce projet de loi, en disant la Knesset n'a pas que pour but de servir la majorité, la Knesset doit aussi s'occuper de limiter son pouvoir et des droits de l'homme. Donc ça, c'est ce qui a motivé ces lois qui, en fait, sont passées donc, en 1992 à 37, une majorité de 37, et repassées en 1994 avec un amendement et une majorité de 75. Ce n'est pas du tout Aaron Barak qui s'est réuni dans la nuit pour faire passer une loi comme on le raconte depuis. C'est absolument ahurissant puisque tous les protocoles sont disponibles, mais ces lois sont passées à la Knesset. Ceux qui pensent que 37, c'est pas assez, eh bien, elles sont passées en 94 avec un amendement à une majorité de 75. Je pense qu'on peut dire que c'est assez. Et pourtant, elles sont aujourd'hui contestées. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec Aaron Barak et sa vision, Aaron Barak était, je précise aussi, en 1992, quand les premières lois sont passées, il n'était pas encore président de la Cour suprême. Donc, il n'a pas pu faire passer la loi dans la nuit. Il sera nommé plus tard par Dan Meridor. Est un des plus grands juristes du pays, à qui on attribue ce qu'on appelle communément dans la mémoire collective israélienne comme la révolution constitutionnelle, qui marque en fait le début pour la Cour suprême de pouvoir exercer la critique constitutionnelle. La critique constitutionnelle, c'est le fait de pouvoir dire si une loi est conforme ou pas aux lois fondamentales. Et qu'on soit d'accord ou pas avec sa vision du droit, on peut en débattre. Ces dates-là correspondent à un certain rayonnement de la démocratie israélienne. Les verdicts d'Aaron Barak sont étudiés partout dans le monde, y compris à Harvard. Lorsque Netanyahou arrive au pouvoir, donc il est réélu, il décide de faire une coalition avec certains partis d'extrême droite, et dans les accords de coalition déjà, on voit apparaître des lois qui sont tout simplement antidémocratiques. Et donc, pour faire tenir sa coalition et pour pouvoir faire passer des lois, la Cour suprême gêne, et donc il entreprend cette réforme, que j'aime pas le mot réforme, parce que dans une réforme, quand vous faites une réforme, vous n'avez pas de changement d'équilibre entre les pouvoirs. Or,
changement de régime, on peut l'appeler, ou coup d'État, appelez ça comme vous voulez, modifie l'équilibre des pouvoirs en Israël. Et donc, il entreprend ce changement de régime en 3 volets. Le premier volet, très classique du populisme, on l'a vu aux États-Unis, c'est la modification de la commission de nomination des juges, où il y avait jusqu'à présent un équilibre. Alors, je ne dis pas du tout qu'on ne peut pas faire de réformes, ce n'est pas du tout mon propos, on peut tout à fait faire des réformes. Le principe, c'est de maintenir des équilibres, c'est tout. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la clause dérogatoire, c'est-à-dire une clause selon laquelle la Cour suprême ne pourrait plus annuler les lois qui sont non conformes aux lois fondamentales. Et le troisième volet, qui est lui passé, c'est l'annulation du principe de raisonnabilité. Alors, c'est très compliqué d'expliquer le principe de raisonnabilité. C'est un principe qui nous est hérité du droit britannique, qui existe dans les verdicts depuis les années 50. Alors, c'est pour ça que même les avocats du gouvernement se sont mélangés les pinceaux pendant les sessions à la Cour suprême, parce qu'on ne peut pas annuler 70 ans de verdicts comme ça en préparant une législation pendant un mois. Donc, en fait, il manquait plein de trucs dans les textes, etc., etc. Et c'est en fait, ça peut parfois être l'équivalent du tribunal administratif, mais c'est en fait ce qui permet à la Cour suprême d'annuler des mesures qu'on juge non raisonnables. Ça peut être, par exemple, construire un bâtiment sur un terrain pollué. Okay, donc, c'est tout ce qui est non raisonnable par rapport aux citoyens. C'est important de le comprendre. Donc, ce troisième volet est passé et il y a eu un recours présenté à la Cour suprême par la société civile, comme tous les recours qui sont présentés à la Cour suprême. Et la première session a eu lieu donc le 12 septembre dernier. Et la Cour suprême aura à statuer, c'est complètement historique. D'abord, c'est historique de voir 15 juges qui se réunissent pour statuer. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du pays. Et donc, la Cour suprême va devoir décider si elle invalide l'annulation du principe de raisonnabilité. Alors, la question, c'est peut-elle le faire? D'accord? Puisque c'est ce que le gouvernement dit qu'elle ne peut pas le faire. Et ils ont payé un avocat, d'ailleurs, qui a fait une plaidoirie pendant des heures pour expliquer que la Cour suprême ne pouvait absolument pas annuler une loi fondamentale. La réponse est oui, tout simplement parce que la Knesset n'ayant pas de loi fondamentale sur la façon de légiférer, les lois fondamentales n'ont de fondamental que le nom, c'est-à-dire elles passent exactement comme toutes les lois en Israël, avec la même majorité, le même nombre de lectures, et donc, si vous voulez, la Cour suprême peut tout à fait les annuler, sachant que ça n'est jamais arrivé et que on va dire le default de la Cour suprême dans l'histoire du pays, contrairement à ce qui est colporté depuis 10 ans, c'est de ne pas intervenir dans la vie politique du pays. Il y a eu jusqu'à présent, depuis les années 90, seulement 22 lois annulées, donc c'est absolument ridicule. Toute la réforme est basée là-dessus, donc c'est dommage, mais c'est absolument ridicule. Je peux vous dire que le Conseil constitutionnel, depuis la Seconde Guerre mondiale, a invalidé quelque chose comme 1560 lois, ou même plus, 1593. Je n'ai plus le chiffre exactement. Si je parle de la France, c'est pour essayer de comparer. Puisque le gouvernement dit qu'à cause de la Cour suprême, il ne peut pas gouverner et que c'est pour ça donc qu'il entreprend cette réforme. Alors, que va faire la Cour suprême ? Alors déjà, moi, je ne suis pas prophète. C'est sûr que l'issue est quand même très, très, très incertaine. C'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Mais on peut dire un certain nombre de choses. La première, c'est que ça va être très compliqué de mettre 15 juges d'accord sur une décision. Ça n'est jamais arrivé. En général, c'est 3. Il y a parmi ces juges le juge Elron, qui est pressenti pour remplacer Esther Hayout, la présidente de la Cour suprême, qui part à la retraite en octobre. Et donc, il va falloir qu'il se différencie des autres, puisqu'il joue aussi sa carte.
Ce qu'on peut dire, c'est que cette loi, elle a été passée, et c'est un choix par le gouvernement, dans sa forme la plus extrême. Il y a eu des négociations, il y a eu des textes dans la commission qui ont été proposés qui étaient beaucoup plus modérés, et le gouvernement a choisi de faire passer l'annulation du principe de raisonnabilité dans sa forme la plus extrême, c'est-à-dire que la Knesset décide que la Cour suprême ne pourra absolument plus intervenir dans un certain domaine. Donc ça revient à dire en fait que le gouvernement a tout pouvoir et que son pouvoir n'est pas limité dans ce domaine. Alors, j'ai déjà expliqué qu'on n'avait aucune loi fondamentale en ce qui concerne la législation, c'est vrai, mais on a quand même une tradition, puisqu'il y a d'autres lois fondamentales qui sont passées en Israël. Si on regarde la tradition en général, ce sont des lois avec des processus longs qui s'inscrivent sur la durée, toujours avec une coalition, si vous voulez, par le passé, c'est arrivé qu'on donne la commission chargée de la loi à l'opposition pour prouver la bonne foi. On a toujours cherché à avoir un consensus assez large, un débat public long, avec vraiment profond et avec un souci du détail. Ça n'a pas été du tout le cas ici, puisqu'il a fallu 1 mois entre la première rédaction et le passage de la loi, ce qui est absolument une rupture, on va dire, selon les standards constitutionnels israéliens. D'accord? Donc ça, c'est important de le dire. Ils ont essayé de présenter ça comme le résultat d'un travail de la commission constitutionnelle, mais pour ceux qui ont regardé les débats, il était très clair que les gens n'avaient pas vraiment le droit de parler, qu'au final, la commission était complètement divisée. Donc voilà, on est sur une loi où il n'y a aucun consensus. Donc une possibilité serait pour la Cour suprême, par exemple, de dire au gouvernement la loi n'est pas conforme aux standards constitutionnels, vous devez d'abord légiférer sur une loi pour décider de la procédure et après seulement vous pourrez refaire passer la loi. La Cour suprême peut aussi imposer, puisque en fait il s'agit quand même d'un tournant que veut prendre le gouvernement. Lui, il soutient que ce tournant, c'est pour appliquer la politique pour laquelle il a été élu. C'est d'imposer que ces règles soient fixées, c'est-à-dire que cette loi fondamentale soit fixée avec tout le monde, c'est-à-dire avec un consensus le plus large possible. Un autre point qui est important, c'est qu'il y a un réel problème juridique avec l'armée et certaines unités des services secrets. Vous savez qu'aujourd'hui, les soldats israéliens qui sont en mission, parfois en dehors des frontières, ne sont pas passibles de peine à la Cour internationale de justice de La Haye parce qu'on considère que la Cour suprême est une instance complètement indépendante du pouvoir politique. La Cour internationale de justice s'est déjà exprimée. Si jamais on se dirigeait vers ce type de réforme, ça voudrait dire que la justice n'est plus indépendante et que nos soldats seraient passibles, seraient traduisibles devant la Cour internationale de La Haye. Et ça, c'est un réel problème pour nous. Je rappelle qu'il y a un autre cours qui est sur la table à la Cour suprême, qui est sur la Chok HaNitzbarut. Ne me demandez pas de traduire en français, je ne vais pas y arriver. Mais en gros, c'est intimement lié au principe de raisonnabilité, puisque dans un cas, le Benjamin Netanyahou demande en fait à se soustraire au fait d'être en incapacité d'exercer le pouvoir pour un conflit d'intérêts. Et dans l'autre cas, le gouvernement demande tout simplement, s'arroge le droit de ne plus exercer le pouvoir sous le principe de la raisonnabilité. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est que la Cour suprême a tous les outils pour invalider, si elle le souhaite, cette loi, sachant que la Knesset n'a absolument pas le droit d'annuler le caractère juif ou le caractère démocratique de l'État d'Israël, ni le principe d'État de droit, ni le principe de minal takin, ce qu'on dit en anglais good governance. Ce sont des principes constitutifs et elle n'a pas le pouvoir juridique de les annuler. Voilà, donc ça c'est en gros pour essayer de faire un état des lieux.
Je me permets juste de rajouter quelque chose qui est, parce qu'on a parlé de l'histoire de l'occupation et du conflit, etc. Là, je parle pas de la loi, mais je parle de ce qui est en train de se passer. Il faut comprendre que ce combat n'est pas seulement un combat juridique. Et d'ailleurs, je précise, ce combat juridique est dans d'autres pays. D'accord ? Israël n'est pas une exception. On parle avec nos collègues aux États-Unis, dans d'autres pays. C'est le propre du populisme, c'est de s'en prendre d'abord aux tribunaux. Donc, nous ne sommes pas un cas isolé, mais nous avons nos particularités quand même. Ce combat est en fait pour l'identité future de l'État d'Israël. Il y a un certain nombre de gens qui sont attachés à son socle et au fait qu'Israël reste une démocratie, un État juif et démocratique libéral. Et il y a un gouvernement qui souhaite faire prendre un tournant au pays, en faire une démocratie, ce qu'on appelle illibérale, qu'on a vu en Hongrie ou en Pologne. Je ne parle pas de dictature parce qu'on n'en est pas encore là et on est dans une guerre des mots, donc il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Et puisque la société civile a été amenée ces derniers temps à réaffirmer son identité, à réaffirmer la démocratie israélienne, elle a pris conscience d'un certain nombre de choses concernant l'occupation aussi. Et je crois que ce qu'on est en train de payer aujourd'hui, c'est l'après-67. C'est la contradiction d'un côté de ne pas avoir annexé des territoires, parce que je ne parle pas du droit international, je parle uniquement du droit israélien. Selon le droit israélien, les territoires occupés sont des territoires militaires et de parfois avoir encouragé une population à aller y habiter, peu importe les raisons, pour des raisons parfois sécuritaires, pour des raisons idéologiques. C'est d'avoir laissé se développer l'idéologie du sionisme religieux qui est depuis le premier jour, en fait, en porte-à-faux avec ce que nous sommes, avec notre ADN, avec les principes de la déclaration d'indépendance. Et je crois que pour la première fois, parce que le mouvement sioniste religieux a des portefeuilles au gouvernement et a du pouvoir, certains Israéliens sentent dans leur chair, si vous voulez, le danger et les dérives de cette idéologie pour la démocratie israélienne. Il est très clair que l'esprit de la déclaration d'indépendance et l'esprit du sionisme, c'est de respecter et de faire avancer les droits de l'homme au nom du judaïsme. Or, on a un groupe de personnes ici qui, au nom du judaïsme justement, souhaitent porter atteinte aux droits de certains groupes et de certaines minorités, les homosexuels, les femmes, les arabes, etc. C'est un projet complètement fou. Ce n'est pas le projet, celui que nos pères fondateurs ont voulu inscrire dans le marbre. Et je crois que les manifestants ont compris que la démocratie ne s'arrêtait pas à la ligne verte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dans certains territoires des gens qui sont jugés selon deux juridictions différentes, on a un problème. Quand on a des gens qui ne peuvent pas circuler et que le ministre de la Sécurité nationale explique que ces droits valent plus que ces gens-là, on a un problème en tant que démocratie. Et donc, il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Alors, on évite les sujets qui fâchent parce que l'important, c'est de fédérer pour l'instant. Et je pense que c'est très intelligent. Il y a beaucoup de sujets qui fâchent et il y a des gens qui viennent dans ce mouvement de contestation de tous bords. Mais je pense qu'il y a à l'intérieur de ce mouvement aussi une réelle prise de conscience sur le fait que tout est lié et que l'après 67 a quelque part conduit à un effritement de la démocratie israélienne. Ok, merci Dorit. Alors, il y a des questions que je préfère poser directement parce qu'elles concernent exactement le sujet que tu as abordé. Les gens ne comprennent pas toujours comment on qualifie une loi de fondamentale. On revient sur la clause de raisonnabilité. On essaie de comprendre la différence entre tradition et jurisprudence. Est-ce qu'il suffit qu'on vote une loi pour dire elle est fondamentale, point. Oui. Il suffit que le gouvernement décide que cette loi est fondamentale. On l'a vu pour la loi sur l'État-nation. Et je rajouterai un point sur la loi sur l'État-nation. La loi sur l'État-nation sort toutes les personnes qui ne partagent pas la nation juive du destin d'Israël. C'est pour ça que ça a été une première très grosse atteinte à la démocratie israélienne. Et oui, normalement, dans d'autres pays,
les lois fondamentales, enfin les lois constitutionnelles sont votées différemment et légiférées de façon différente. Il faut une plus grande majorité. En général, il y a plus de lectures. Parfois, pour être sûr du consensus de la loi, la dernière lecture se fait dans le gouvernement d'après. Ce n'est pas du tout le cas, étant donné, je le redis, que la Knesset n'a rien voté en la matière. Les lois fondamentales sont adoptées exactement comme n'importe quelle loi, mais elles ont une valeur constitutionnelle. C'est-à-dire que elles inscrivent dans le marbre certains principes. En quoi le principe de raisonnabilité permet de contrôler les lois votées? La raisonnabilité, c'est la raisonnabilité dans l'exercice du pouvoir envers les citoyens. Alors, je tiens à préciser que cette loi est passée pour un but vraiment très, très précis. Le gouvernement a dans l'idée de pouvoir nommer à des postes clés du pays des gens qui ne remplissent pas les conditions minimales. La Cour suprême peut tout à fait s'opposer à la nomination de quelqu'un parce que c'est quelqu'un de proche et qu'il ne remplit pas les conditions minimales pour ce poste. Le principe de raisonnabilité a permis, par exemple, à la Cour suprême d'invalider la nomination de Derry. Parce qu'il était poursuivi comme corrompu, comme ministre pour lequel il y a une procédure de corruption en cours. Et selon la loi, un ministre ne peut pas être nommé s'il y a une procédure en cours contre lui. Alors, le paradoxe, c'est qu'un Premier ministre peut l'être, Netanyahou en l'occurrence, mais parce un qu'il ministre... n'y a rien dans la loi. Voilà. Parce que rien ne le précise dans la loi, tout à fait. Quelqu'un a écrit la raisonnabilité ne vise que les décisions gouvernementales, mais les décisions gouvernementales, c'est tout. Effectivement, c'est écrit dans le texte que ça vise que les décisions gouvernementales, mais donc toutes les nominations, toutes les décisions gouvernementales. Donc, c'est à peu près beaucoup la vie du pays. Donc, Merci Dorit pour ce premier tour de parole, hein, on reviendra. Alors, David, tu as une bonne connaissance de tout ça, puis depuis le début, tu es dans les rues, je dirais, depuis Balfour. Tu as accompagné tous ces mouvements de contestation. Alors, est-ce que tu sens une progression d'abord? Si tu pars de Balfour il y a 3 ans, quand Netanyahou, au cours de multiples élections qui se sont succédées dans les années 2020, 2021, etc., et à aujourd'hui, est-ce que tu sens une progression d'abord par la mobilisation, d'autre part par le nombre de gens et la diversité des gens? Il y a une question qui a été posée, par exemple, du fait qu'il y a toutes ces organisations maintenant qui participent à la contestation. Est-ce que ça réussit à attirer un électorat de Netanyahou qui serait pour la réforme, mais qui trouve qu'on y va trop loin? Est-ce que tu sens que ça a élargi un petit peu le clan des contestataires, et ça se traduit par les sondages qui donnent semaine après semaine une majorité aujourd'hui à l'opposition? Oui, je vais essayer de répondre à ta question. Je voudrais quand même dire quelque chose et faire un peu de promo. On a créé en mars 2020 les démocrates mobilisés, qui est un groupe Facebook au départ qui avait juste une vocation à organiser les gens pour aller aux manifs. On était en plein confinement, ça a commencé à ce moment-là. Et aujourd'hui, on va dire que notre travail à nous, contrairement à celui d'Yaniv, par exemple, on est sur le terrain dans les manifs, on est présent partout où il faut être présent, puisque on sert d'exemple pour les autres. Il y a 20, 30, 50 personnes qui manifestent un peu partout dans le pays, peut-être 100, peut-être plus, j'en sais rien. Mais notre objectif à nous, c'était quand même d'informer. C'est-à-dire qu'une des choses à laquelle on était confronté, c'est qu'on a un nombre de franco-israéliens qui sont arrivés depuis 5, 10, 15 ans, qui sont extrêmement peu intégrés en matière de culture, de connaissances politiques, et on a quand même une masse franco-israélienne qui est plutôt globalement, on va dire, assez primairement, parce que c'est pas des gens qui pro-Bibi et voire pro-Ben Gvir, et notre boulot à nous, c'était de dire, il y a en Israël des forces progressistes franco-israéliennes qui ont envie de lire, de comprendre, de se sentir soutenus. Et c'est ce qui s'est passé, et on a créé ce groupe, et dans ce groupe-là, il est alimenté au quotidien de dizaines de posts qui expliquent la situation politique au jour le jour de la crise qu'on traverse. Voilà, rapidement, c'était quand même, je voulais quand même camper le décor, ça n'a pas été dit, donc je tenais à le dire. Alors, est-ce que ça évolue? Oui, il y a premièrement, ça a été dit, Yaniv est une des premières personnes, peut-être la première personne que j'ai interviewée à l'époque de Balfour, je sais pas si tu te rappelles, puisque j'avais interviewé et fait des petits posts avec tous les leaders du mouvement de contestation.
Oui, évidemment, on a premièrement Balfour qui a posé les infrastructures humaines et organisationnelles. On retrouve beaucoup de gens qui étaient présents. On retrouve les noyaux associatifs et de la société civile qui étaient présents et qui se sont développés de façon extrêmement massive. On peut dire, Tamar l'a évoqué tout à l'heure, on peut dire que le mouvement de contestation, c'est le croisement entre la leçon qu'on a pris de Rothschild de 2011 et Balfour, c'est-à-dire à la fois massif et à la fois sur le long cours. C'est exactement le croisement de ces deux événements de la réaction des gens qui sont dans la rue. Alors l'évolution. Je voudrais aborder un autre point, parce qu'il y a un point qui n'a pas été énoncé là, je voudrais le dire, là, il y a un petit peu évoqué par Dorit. L'évolution, oui évidemment, beaucoup plus de gens, et dans l'ensemble, de plus en plus d'Israéliens comprennent, même ceux qui ont voté à droite, même ceux qui ont voté le sionisme religieux, ils se rendent compte qu'on les a enfumés, c'est-à-dire que à aucun moment, sérieusement, il y a un programme commun qui a été présenté aux Israéliens réunissant les orthodoxes, le sionisme religieux et le Likoud pour dire on va faire une grande réforme de la justice, c'est un grand moment de révolution politique qu'on va mener. Non, pas du tout. On leur a parlé de deux choses essentielles pour lesquelles les gens étaient votés, c'est-à-dire la sécurité personnelle, c'est là-dessus qu'a surfé Ben Gvir, et on a été, et Chasse, et Aryeh Deri, il a surfé sur les bons alimentaires dans une situation, on le sait, de coût de la vie qui augmente. Israël est le premier pays le plus cher dans toute l'OCDE, donc c'est dire dans quelle situation on est. Et puis, tout d'un coup, évidemment, arrive sur le devant de la scène cette réforme, qui n'est pas une réforme, comme ça a été dit par Tamar, comme ça a été dit par Dorit, qui est finalement un coup d'État préparé de longue date. Plus on avance, et plus on comprend que ça a été préparé de longue date. D'ailleurs, je voudrais évoquer un groupe qui n'a pas été évoqué tout à l'heure, quand on a passé en revue, un groupe qui est extrêmement important, qui s'appelle Tikva, qui est quelque part le pendant de toute la chaîne 14 et de tout ce poison de fake news qu'il y a au quotidien sur les réseaux sociaux, qui répond presque au quotidien avec des vidéos courtes, traduites. Il y a toute une équipe française qui traduit en français, en anglais, en espagnol, etc., pour que le monde entier connaisse au jour le jour quasiment ce qui se passe. Donc ça, c'est un élément extrêmement important du mouvement de contestation. Donc, ce qu'il est important de comprendre en termes d'évolution, oui, il y a une prise de conscience importante, très au-delà des gens qui manifestent. Il y a une prise de conscience dans la population qu'ils ne comprennent pas. Et donc, il y a une espèce si tant est qu'il y a encore un soutien. On parle aujourd'hui d'à peine 10% des gens qui disent que oui, c'est la priorité de faire une réforme. Alors que 70-80% des gens ont d'autres préoccupations dans leur vie au quotidien. Donc, il y a quelque chose d'assez surréaliste. Mais en même temps, alors donc oui, évidemment, prise de conscience importante, mais je vais dire quelque chose qui est peut-être mettre les pieds dans le plat. Le mouvement de contestation, c'est des citoyens qui ont une puissance économique. Ça a été évoqué tout à l'heure avec des dizaines de millions. C'est le high-tech, c'est l'académie, c'est les médecins. Donc c'est quelque part la société, la partie de la société israélienne qui est, on va dire, triloniste, c'est-à-dire laïque et traditionnaliste, qui tiennent finalement économiquement la société israélienne, même si on nous a accusés d'être des privilégiés, quelque part, il y a quelque chose dans cette accusation. Elle évidemment, elle est large. C'est celle qui tient l'économie israélienne, c'est celle qui tient l'innovation israélienne, c'est celle qui tient l'académie, évidemment plus largement que ça, et ça a été évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on a des groupes qui se revendiquent de la périphérie? Est-ce qu'on a, malheureusement, il n'y a pas de groupe sectoriel qui serait plus proche du Likoud ou plus proche des partis orthodoxes et un petit peu du sionisme religieux, parce qu'on comprend bien que là-bas, ils sont un tiraillement énorme. Donc, est-ce qu'on est dans quelque chose qui progresse? Oui. Mon inquiétude à moi, c'est que la prise de conscience, et il y a quand même un certain essoufflement, mais mon problème à moi, c'est de voir qu'il y a une prise de conscience, et que cette prise de conscience, plutôt que de nous amener à redescendre de l'arbre, à nous amener à un moment de pacification, la prise de conscience et la puissance, on est aujourd'hui dans un combat de coq. Il faut bien comprendre que la puissance, même si notre mouvement il est créatif, il est intelligent, il est innovant, il est tout ce qu'on veut, il est même un exemple pour d'autres pays, il n'empêche que c'est un bras de fer qui est engagé avec le gouvernement, et il n'empêche que plus on est présent, plus on est fort, et plus de façon assez surréaliste, même de façon politiquement incorrecte, les gens du gouvernement montent de plus en plus haut, et ce à quoi ça nous amène, c'est de dire,
ils vont tellement dans la surenchère sur la façon dont on y traite, sur les accusations, sur la façon de traiter les symboles fondamentaux de l'État d'Israël, que ce soit la déclaration d'indépendance, jusqu'à l'armée, toutes les institutions, tous les garde-fous institutionnels sont attaqués de façon violente tous les jours. Et là, ils montent d'un cran chaque jour. Alors Dorit disait chaque semaine, non, moi je vous dis, chaque jour, il y a une déclaration encore plus délirante que le jour précédent, qui s'attaque de façon extrêmement à la fois vulgaire, primaire, violente aux institutions, à tous les représentants finalement de ce qui constitue les fondements d'une société saine. Ils montent en puissance. Et on va à la confrontation. Ça va passer par bagarre, ça a été expliqué par Dorit de façon très précise. Mais on va dans un moment, donc est-ce que je suis optimiste? Je sais pas. On va dans un moment qui s'appelle une crise institutionnelle. On va dans un moment, et donc je ne vois pas pour l'instant les moyens qui se donnent pour redescendre de l'arbre. Je ne vois pas pour l'instant, à part Galante, peut-être avec une ou deux personnes autour de lui, peut-être une des sorties de piste, ce sera qu'une partie du Likoud, 3-4, il suffit de 3-4 députés, 4 députés du Likoud pour que le convertement tombe, parce qu'ils vont se rendre compte qu'on est allé trop loin. Mais aujourd'hui, ce qu'on entend, malgré Netanyahou qui serre la poigne de Biden et qui lui dit oui, je respecte la démocratie, mais d'un autre côté, au quotidien, on a quand même des attaques extrêmement virulentes. Aujourd'hui, celui qui est le président de la commission des lois a pris la représentante du droit qui est venue énoncer un certain nombre de choses et l'a mis dehors, manu militari. Les gens sont venus, l'ont sorti. Donc ça s'appelle quand même, c'est pas un état de droit, c'est pas des gens qui sont extrêmement violents. Et là, mon inquiétude, il est que pour l'instant, on va au conflit, on va à la confrontation, on va à la crise. Et ça m'inquiète énormément, évidemment. Je voudrais renforcer un point de vue. Le point de vue, c'est que une crise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où le gouvernement dit on refuse les décisions de la Cour suprême, comment se positionnent les 4 grandes institutions, que ce soit des renseignements, le Shabak et le Mossad, comment se positionnent la police et l'armée par rapport à cette crise, qui ils vont écouter? Est-ce qu'ils vont écouter la Cour suprême? Est-ce qu'ils vont écouter le gouvernement? Est-ce qu'ils resteront en dehors de ce conflit? C'est ça la crise institutionnelle. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, politiquement, l'opposition n'a pas l'intention de refaire ce qui a été fait à l'époque avec Netanyahou, ça lié à lui. Pour l'instant, il le laisse se dépatouiller. Et pour l'instant, il y a le sentiment, qu'il n'y a plus personne à bord. Il n'y a plus de pilote dans l'avion, quand même. Alors même si tout le monde cherche, les journalistes essayent de dire « Ouais, Tamar, elle n'est pas d'accord avec moi. » Mais oui, mais en fait, Netanyahou est beaucoup plus malin. Non, je pense, Tamar, que Netanyahou avait 3 coups d'avance, même 10 coups d'avance dans ses moments de gloire politique. Et je crois qu'il a 3 trains de retard aujourd'hui. Je crois que Netanyahou est traîné par le nez. Il y a une vidéo sympathique qui vient de sortir, qui est traîné par son bout du nez dans tous les sens et qui lâche des millions. Et plus il lâche des millions aux orthodoxes, et plus les gens deviennent dingues en se disant ils vont faire passer une loi totalement inégalitaire pour sortir les Bachourei Yeshivot de l'obligation de faire l'armée. Donc une loi totalement inégalitaire, anti-loi fondamentale, enfin une catastrophe. Et en plus de ça, on leur donne des millions et des millions et des millions. Le sentiment, c'est que c'est un hold-up en plein jour et que la société qui produit des soldats, qui produit des académiciens, qui produit toute cette société-là, la bourgeoisie au sens très large du terme, elle, comme ça arrive dans toutes les révolutions, elle dit « No way, ça ne passera pas ». Parce que c'est nous qui tenons l'économie, qui tenons les soldats, c'est nous qui avons une histoire, c'est nous qui racontons à travers les générations la défense d'Israël, la construction d'Israël. Évidemment, je caricature. Mais je voudrais quand même arriver à un point qui, moi, me paraît le plus important et qui est, à mon avis, on n'a pas évoqué, donc Dorit l'a un petit peu abordé, mais je crois que c'est, pour nous tous, je crois que c'est un moment de tectonique des plaques. Je crois que c'est quelque chose qui va très au-delà. Je crois que c'est un momentum qu'on est en train de traverser, existentiel. Et il y a, je sais pas quel professeur de Bar-Ilan, il parle, quelle est l'histoire commune qu'on va se raconter? Et quelle est l'histoire commune qu'on va se raconter? C'est-à-dire, il y a 100 ans a commencé un mouvement de révolution à l'intérieur du judaïsme. Je dirais même plus, puisqu'il y a le mouvement d'émancipation qui précède le mouvement sioniste. Et le mouvement sioniste vient raconter autre chose dans l'histoire du peuple juif. À la fois dans l'action, à la fois dans le fait de refuser d'être les victimes. Une révolution se passe dans l'histoire du peuple juif et on arrive, bon an, mal an, on construit ce pays avec
tous les trucs brinque-ballant qu'il y a dans ce pays, parce qu'il y a énormément de choses qui sont brinque-ballantes, mais bon an, mal an, on a réussi à fonctionner. Et aujourd'hui, la boîte de Pandore a été ouverte et il y a des vrais enjeux identitaires, existentiels sur qu'est-ce que sera le peuple juif essentiellement, on va dire globalement israélien dans les décennies à venir. Quelle va être sa nature, quelle va être son identité. Ça passe pour la première fois, peut-être, avant les souverainetés précédentes. C'est pour ça que on parle de Khorban Habayit, c'est-à-dire qu'on parle de destruction du temple, parce que il y a un très beau reportage de 2016 de Rino Tzror qui raconte les deux, finalement, souverainetés précédentes qui n'ont pas duré plus de 70 ans, 72, 70 ans. On arrive à 75 ans de l'État d'Israël. Et nous-mêmes, aujourd'hui, on se dit, mais alors les Juifs sont pas capables d'avoir une souveraineté. Les Juifs sont pas capables. À un moment donné, ça part en sucette. À un moment donné, ils se font la guerre. À un moment donné, c'est la haine gratuite. Donc, le peuple juif est incapable d'avoir une souveraineté. Ou alors, on vit un momentum où on va sortir finalement de cette fatalité, de cette malédiction, et on va faire autre chose. Il y a donc des grands mouvements qui s'opposent. C'est pas juste la réforme juridique, la nature profonde de l'État d'Israël. Comment cette mutation va se passer? Et c'est ça qui est en jeu. Je dis à mes amis que je l'écris tous les jours. Nous sommes dans un moment, on fait l'histoire. Nous sommes dans un moment d'histoire. Nous sommes en train de faire l'histoire. Pas juste l'histoire d'un État, pas juste l'histoire de l'État de droit, pas juste l'histoire du sionisme. On est en train d'écrire une page de l'histoire du peuple juif dans un moment précis où il est devenu un État, il est devenu une nation, et il doit aujourd'hui faire le choix de la façon dont il va grandir, dont il va se développer. Il y a aujourd'hui des courants, si vous regardez bien, le mouvement orthodoxe a amené à l'État d'Israël, à un moment donné, une espèce d'État dans l'État. On est confronté à ça, on a un État dans l'État, et je peux vous dire, je travaille tous les jours avec Elad, avec Beitar Illit, avec Modin Illit, je travaille avec des villes orthodoxes. Et je vois leurs arguments, et je vois leur organisation. C'est marrant, je travaille sur Beitar Illit. Beitar Illit, par exemple, vous n'avez pas une rue de Borochov, de Chadam. Beitar Illit dit que c'est une ville dans les territoires, les gens ne le savent pas. Ah oui, pardon. Mais si vous allez dans le d'autre, vous avez Elad, c'est pas dans les territoires. Vous regardez le nom des rues, le Rav machin, le Rav Azimov, vous dites, mais c'est quoi? Et moi, je travaille aussi dans d'autres villes, à Ramleh, où je travaille. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est surréaliste. Et donc, vous avez le monde orthodoxe qui s'est structuré, qui, à mon avis, est en crise, une crise interne qui n'est pas visible, mais qui est une crise profonde, mais qui est un État dans l'État. Mais qui bénéficie et tire, et donc ça crée chez les gens une crispation en disant, attendez, mon fils il va à l'armée, ils veulent plus faire l'armée, moi je paye des impôts, ils payent pas d'impôts, ils travaillent pas, 50% seulement de personnes travaillent dans notre orthodoxe. Et puis, peut-être pour terminer sur mon analyse, je pense que, et ça a été dit, mais moi je vais aller encore beaucoup plus loin que Dorit, il y a aujourd'hui ce qu'on pourrait dire de façon un peu caricaturale, une OPA sur l'État de Judée, sur l'État d'Israël. On a aujourd'hui clairement, pourquoi on parle de fascisme? Alors peut-être pas encore de dictature, Dorit, mais pourquoi on parle de fascisme? On parle tout simplement de ça parce que vous avez un groupe qui a grandi dans les territoires, qui représente aujourd'hui 1 demi-million de personnes, et qui a, en plus d'occuper du territoire et de se déployer, a développé une façon de voir le monde, toute une éthique, toute une morale. Une éthique, une morale, c'est à discuter, mais qui a développé une vision du monde. Et malheureusement, sur le sionisme religieux, dans lequel j'ai beaucoup d'amis, des gens que je respecte. Mais il y a une frange, et ils devront se poser la question, les sionistes religieux, pourquoi cette frange-là a pris le pouvoir? Mais il y a une frange qui est fascisante, il y a une frange qui est suprémaciste, il y a une frange qui cherche à ce que l'État d'Israël et la Judée-Samarie constituent un tout d'apartheid, je le dis sans aucune hésitation, d'apartheid, tout simplement. On ne peut pas intégrer 3,5 millions de Palestiniens dans l'État d'Israël, dans un État binational, sans que le statut d'une minorité qui représenterait 40, 45, voire 48% des citoyens ne soit pas fidèle au drapeau, ne soit pas fidèle à la tikva, ne soit pas... Et ça, c'est ce vers quoi nous mène aujourd'hui l'espèce de statu quo de Netanyahou, c'est-à-dire, et c'est ça qui est en jeu au niveau politique, c'est est-ce que on va laisser le sionisme religieux faire une OPA sur l'État d'Israël et changer le régime? Le changement de régime est nécessaire. On ne peut pas imaginer, ils ne peuvent pas imaginer pouvoir avoir un État unique, un État binational, sans que le régime de cet État binational soit un cauchemar pour nous, mais pour eux c'est un rêve qui est irréalisable.
irréalisable pour la simple et bonne raison, c'est que, et là, se dresse comme un seul homme, on le chante même, se dresse comme un seul homme, tout un peuple qui dit, attendez, non, dans le mode de vie, dans les mœurs, dans notre vision du judaïsme, c'est formidable de voir que vous avez des leaders à l'intérieur du mouvement qui sont religieux, qui sont traditionnalistes, je pense à Yaya Fink, je pense à Gilad Kariv, des gens qui sont formidables, qui ont une vraie vision éclairée du judaïsme et qui disent à la frange orthodoxe ou à la frange nationaliste sioniste en disant, attendez, le judaïsme, c'est pas que ça. Et je pense que c'est en ce sens que ce que nous traversons est un moment particulièrement important, particulièrement puissant, mobilisateur, mais voilà, pour nos auditeurs, je voudrais de l'extérieur, on est là, les questions d'antisémitisme, etc. Non, ce que nous traversons aujourd'hui, nous traversons un moment qui va avoir des répercussions sur l'ensemble de l'État d'Israël et sur l'ensemble du judaïsme mondial. Voilà, ça, moi, c'est ce que je crois fondamentalement. Voilà, j'étais un peu plus loin que la réponse à ta question, David, mais voilà, je termine mon propos là-dessus. Merci. Alors, Yaniv, il est obligé de partir, retourner à ses manifestations à New York. Bon, vas-y, Yaniv, on t'accompagne. Beaucoup. Merci. On t'accompagne. Et bon courage. Je reviens un peu sur ce que tu disais, David. Je crois effectivement, tu es la première fois ce soir qui aborde une question, parce que des questions ont été posées là-dessus, qui montre que ce n'est pas un conflit entre laïcs et religieux. C'est vraiment, même au sein du monde religieux, deux conceptions du judaïsme qui s'affrontent. Il y a des religieux qui manifestent aussi. J'ai constaté, moi, et ça me pose question, qu'on parle très peu, ou pas assez, en tout cas dans les médias en France, de tous ces mouvements de contestation. Alors que c'est, comme tu l'as dit, ou comme Tamar l'a dit, chaque semaine, entre 200 et 300 000 personnes qui manifestent. Et ça serait en France 2 millions à 3 millions de personnes. S'il y avait depuis 8 mois à Paris 2 millions à 3 millions de personnes qui manifestaient, il est certain que le gouvernement serait tombé depuis longtemps. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, en Israël, parce que pour que le gouvernement tombe, il faut que simplement il y ait 4 députés qui fassent défection dans la coalition aujourd'hui au pouvoir. Donc, comment faire en sorte pour qu'il tombe? On verra s'il y aura demain, peut-être autour du problème de la mobilisation à l'armée des étudiants des yeshivot que l'on veut dispenser. Peut-être que là-dessus, il pourra y avoir une coalition à la Knesset, des députés qui feraient défection à la coalition pouvoir pour lui permettre de tomber, qu'on irait à ce moment-là vers des élections. On ne sait jamais en avance comment les choses vont se faire, mais il est certain, en tout cas, que ce qui se passe depuis 8 mois est quelque chose qu'on n'a jamais vu en Israël avec cette intensité et cette régularité, et que tout le monde regarde tous les mouvements de contestation qui se battent contre le populisme, que ce soit en Pologne, en Hongrie ou dans d'autres pays ou aux États-Unis, regarde ce qui se passe en Israël. Et il va y avoir d'ailleurs une conférence à Bruxelles le 11 octobre prochain au Parlement européen, organisée par des Israéliens et pas que des Israéliens qui viendront au Parlement européen pour s'adresser, expliquer en quoi ce combat dépasse même les frontières d'Israël. Et je crois que c'est important de le dire. Et je regrette et je m'interroge sur le peu de retentissement qu'on a dans les médias européens et en France notamment sur ce qui se passe. Alors bon, je sais bien que l'actualité est largement nourrie tous les jours, mais il me semble qu'on ne prend pas assez la mesure et on ne le traduit pas assez dans les médias de l'importance de ce qui se passe dans le pays. Alors, des questions. Participation des Arabes. Est-ce qu'ils participent ou pas en manifestation? Autre question, l'éternelle question des Orientaux. Est-ce que c'est un conflit entre Orientaux qui seraient plus populistes contre l'élite ashkénaze? Bon, est-ce que les Orientaux participent aux manifestations, etc. Alors, sur les Orientaux, il faut dire que c'est une question très, très épineuse dans la société israélienne, l'histoire de la première alia et de la deuxième alia, et le gouvernement a complètement surfé sur cette question. Moi, je pense que c'est un non-événement, c'est-à-dire que il y a clairement
eu effectivement des injustices lorsque les séfarades sont... Je suis moi-même séfarade, hein, d'accord. Donc, lorsque les séfarades sont arrivés en Israël, il y a eu des choses inadmissibles. Il y a dans certains secteurs un espèce comment dire, d'élitisme primaire qui perdure, mais très peu. Et donc aujourd'hui, dans 10 ans ou dans 15 ans, ce sera de l'histoire ancienne. Et il est absolument complètement absurde qu'un gouvernement jette l'opprobre sur la Cour suprême pour ce qui est de la couleur des juges, sachant qu'il est lui-même responsable, en fait, sur ces 15 dernières années, d'avoir laissé, excusez-moi le mot, mais c'est vraiment ça, pourrir la périphérie. C'est-à-dire que le gouvernement n'a absolument rien fait pour développer la périphérie, pour aider ces jeunes à intégrer l'académie, etc., etc. Nous, on le fait, toutes les universités le font. Et donc, c'est un petit peu l'ironie, c'est-à-dire qu'ils sont responsables des écarts sociaux. Et d'ailleurs, c'est complètement inadmissible de parler que des séfarades. À ce moment-là, on doit parler des Éthiopiens, on doit parler des ultra-orthodoxes, on doit parler des Arabes israéliens, etc. Quand on parle de diversité, on doit parler de tout le monde, sinon on n'est pas crédible. Et donc, si vous voulez, c'est encore un spin qui a été largement utilisé, non pas qu'il ne soit pas fondé, non pas qu'il n'y ait pas eu des injustices, elles ont été réelles. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on est dans une société beaucoup plus mobile et beaucoup plus mélangée. Il y a des séfarades qui viennent aux manifestations, mais si vous voulez, cette fracture est réelle dans la société israélienne et j'ai envie de dire que le gouvernement a rendu cette plaie béante. Voilà, pour répondre à la question. La plaie dont tu parles, c'est aussi beaucoup le centre et la périphérie. C'est-à-dire que c'est vraiment l'armée, notamment, c'est pas pour rien qu'on se reprend à l'armée, mais l'armée a été un creuset de melting pot et d'ascension sociale, notamment, pas que, mais et donc vous avez énormément de séfarades qui sont, mais comme l'a dit Dorit, sont des gens qui ont grandi, qui se sont développés, et aujourd'hui vous avez une part de la société israélienne qui elle est restée coincée dans la périphérie. Alors évidemment, si on regarde, on va dire sociologiquement, vous allez retrouver une représentation beaucoup plus importante de séfarades, mais donc une périphérie qu'on a maintenue dans la pauvreté et qui évidemment est majoritairement entre guillemets marocaine, séfarade, mizrahi, on va dire orientale. Et je rejoins le propos. Je pense qu'il y a un faux débat, une grande partie, heureusement pour l'État d'Israël d'ailleurs. Mais il y a quand même. Il y a quand même quelque chose qui est dans le rapport, en tout cas avec la représentation politique à gauche, il y a une vraie fracture, puisque à mon sens, et ça, moi, en tant que membre du Parti travailliste, je n'ai aucun problème à le dire au sein du Parti travailliste. Peut-être que le plus grand combat social à mener en Israël était celui-là, d'accord ? Était celui de l'intégration économique et sociale des séfarades, et la gauche a raté le train complètement. Non seulement elle a raté le train, mais elle a participé du système qui a... Et donc, si vous voulez, quand vous parlez à des gens qui sont arrivés ici dans les années 50-60, qui ont vécu ça comme une humiliation terrible, eh bien, ces gens-là ne mettront jamais autre chose les coudes dans l'urne parce qu'il y a un trauma, parce qu'il y a eu humiliation, parce qu'il y a eu préjudice. Et là, je pense qu'il y a un espèce de péché originel de la gauche. Et il faudra un jour régler cette question, mettre beaucoup plus de représentation à gauche de gens de la périphérie, d'activistes sociaux, etc. Et je pense qu'il y a là une responsabilité de la gauche sur ces questions-là. Je voudrais rebondir sur la question de David, si tu permets, Dorit. Je voudrais rebondir sur la question des Arabes. Et moi aussi, ça m'interpelle. Dans les deux sens en fait. Ça m'interpelle parce que je travaille notamment avec Jal Julia, pour qui je suis chef de projet sur un projet, un pilote. Et donc je rencontre les gens alors évidemment, c'est pas nécessairement les gens de Jal Julia, c'est les gens qui travaillent à la municipalité avec qui j'échange. Et il y a deux choses. Premièrement, il y a la peur. Il y a un élément de peur de dire, si nous on arrive, ce sera pas les flics sympatoches de Kaplan.
parce qu'on peut, une chose dont on peut être fier, 9 mois de manifestation, 38 semaines de manifestation, on n'a rien cassé, on n'a rien brûlé, il n'y a pas de mort, il y a eu des blessés ici ou là, la police est beaucoup plus sympathique que ce qu'on a pu vivre à Jérusalem au moment de Balfour, donc tout est bien dans le, entre guillemets, et c'est le monde des bisounours, et la police a de temps en temps des échauffourées, mais dans l'ensemble, mais les Arabes, eux, par contre, il suffit de voir la manifestation des orthodoxes sur la carte et de voir le comportement des policiers, et les Arabes, ils savent très bien que s'ils descendent, ils se mobilisent, ça risque d'être difficile pour eux. Après, savoir dans les grandes manifestations générales où ils sont ou pas, ça c'est compliqué à dire. Et puis il y a un autre élément que moi, ils me disent, ils me racontent, je leur dis mais, et ils me disent, de quoi vous parlez? Ça fait des décennies que, d'une certaine manière, en Israël, il y a une priorité qui est donnée systématiquement. Et nous, on est à la ramasse, nous, nos villages, nos villes, en termes d'infrastructure, en termes de financement, alors quoi? Vous savez, nous, notre préoccupation à nous, c'est des choses très terre à terre. On n'est pas en train de parler de démocratie, on n'est pas en train de parler de droit et d'état de droit, etc. Nous, concrètement, c'est le taux de chômage, nous, concrètement, c'est la criminalité, nous, concrètement, c'est avoir des infrastructures, ne pas pleurer pendant 10 ans pour avoir une route en asphalte, pour qu'il y ait un bus qui puisse s'arrêter à une station pour amener les gosses à l'école. Parce que c'est de ça dont on parle. Donc, je crois qu'on n'a pas toujours la mesure de la façon dont l'establishment sioniste a traité les villes et les villages arabes en matière d'infrastructure, en matière d'éducation, etc. Donc, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, mais attendez, vous vous réveillez, mais nous, ça fait des années. Et est-ce que vous êtes tournés vers nous? Est-ce que vous nous avez pas oubliés aussi? Et donc, il y a l'élément de la peur, l'élément de, écoutez, c'est un peu votre problème à vous, parce que nous, on est ailleurs, et nos préoccupations, elles sont différentes. Et je vais le dire dans l'autre sens. J'ai fait la marche, je sais pas si Dorit était là, je me souviens plus. J'ai fait la marche avec les cercueils contre la criminalité. Alors évidemment, il y a eu la décence de pas amener 50 000 drapeaux israéliens. Il y avait quelque chose d'un peu de pudeur. Mais on n'était pas des centaines de milliers, c'était pas Kaplan. C'est-à-dire que le niveau de solidarité exprimé par la société israélienne à l'égard des 160, à l'époque il y avait 150, 145 morts, mais maintenant il y a 177 ou 176. C'est-à-dire la criminalité dans le secteur arabe qui est en train de complètement exploser. Où était la société israélienne qui était solidaire de ça? Où elle était? Moi j'étais dans la rue et j'ai vu le nombre de gens qu'il y avait. C'est les gauchistes, il faut pas se raconter l'histoire, c'est les gens de gauche. C'est le noyau dur de Meretz, de Avoda. Mais ils sont où tous les autres? Où ils sont où tous les autres qui défilent à Kaplan? Ils étaient où pour montrer aux Arabes qui sont solidaires aussi de la souffrance qu'ils vivent? Et en plus, c'est pas que c'est des Arabes qui sont tapés par des flics ou quoi que ce soit, c'est des Arabes qui subissent la loi du talion dans leur propre village. Ça va tellement loin maintenant que c'est ceux qui se présentent aux élections municipales qui sont en train de se faire flinguer. Donc, avec un abandon, on est arrivé au niveau le plus extrême de ce qu'on a pu vivre dans l'État d'Israël, de l'abandon d'une société entière. Alors, quand on se sent abandonné, en quoi on peut se sentir solidaire et impliqué sur des questions où on a l'impression de pas être dedans, quoi, de pas être, on nous compte pas, quoi, on nous calcule pas. Donc voilà, c'était peut-être un peu dur ce que je dis, mais malheureusement, je crois que je reflète le sentiment de beaucoup d'Arabes israéliens. Évidemment, je Dorit sur la question de. Je vais renforcer ce que tu dis. Je vais renforcer ce que tu dis, puisque ici on a à peu près à la faculté de droit 17% d'étudiants arabes. Il y a un désengagement de nos étudiants, une lassitude, un manque d'espoir. Ils ont en fait lâché l'affaire, c'est-à-dire que ils savent qu'ils pèsent pas dans la balance, que ce qu'ils pensent, ça n'a aucune importance. Eux ont l'impression de subir, en fait, ce que nous, on a l'impression de subir en ce moment depuis le début. Ils ont l'impression, encore plus depuis la loi sur l'État-nation, que le narratif, en fait, collectif, ne leur fait pas de place. Il n'existe pas dans le paysage. D'ailleurs, vous verrez pas que ce soit à gauche ou au centre, avant des élections, vous verrez pas une personnalité politique s'adresser à cet électorat. C'est comme s'ils avaient disparu du paysage et si vous voulez, donc leur dire maintenant, allez-y, mobilisez-vous. Pour eux, ça leur paraît absolument dérisoire. Un dernier point sur ce qu'a dit Tamar tout à l'heure, sur la question de la représentativité politique. Vous avez compris, moi, je ferai tout
pour être à la Knesset. Je ferai tout ce que je peux faire pour être là-bas. Parce que on parle des choses qu'on a laissées tomber. Et parmi les choses qu'on a laissées tomber, les fondateurs de l'État d'Israël, l'establishment qui a construit cet État, la deuxième et la troisième génération, ils sont allés dans la société civile. On a une société civile, on le voit aujourd'hui, qui est aussi un des grands espoirs de l'État d'Israël, il faut le dire. On a des jeunes qui sont allés dans le high-tech, dans l'académie, qui sont allés en route Laretz, qui sont partis aussi, beaucoup de fils et de filles de fondateurs de l'État. Et on a laissé la Knesset aux mains des leaders intellectuels, politiques, qui n'ont absolument aucune vision. Et aujourd'hui, moi je pense, Tamar, que le mouvement de contestation doit trouver une traduction politique et on doit être à la Knesset et on doit faire entendre ce qu'on a à dire, que ce soit sur les questions de droit et d'égalité, que ce soit sur les questions d'avoir enfin une constitution, que ce soit sur toutes les grandes questions. On a ouvert la boîte de Pandore et peut-être que cette crise qu'elle a fait de bien, c'est qu'elle nous a mis devant nous, de façon radicale, de façon violente, tous les problèmes qui existent dans la société israélienne. C'est-à-dire que c'est comme si finalement les plaies s'étaient ouvertes, qu'elles avaient sointé de partout et qu'on est devant un ensemble de défis absolument extraordinaires pour la suite. Et quand je dis extraordinaire, c'est pas dans le sens formidable, c'est dans le sens extrêmement lourd, extrêmement difficile. Il va falloir se confronter à tout et c'est pas possible que les gens qui ont battu le pavé, c'est pas possible que les gens qui ont parlé des heures, comme on le fait ce soir, c'est pas possible que ces gens-là qui ont rêvé, qui ont vu les problèmes de la société israélienne, ce n'est pas possible qu'ils ne décident pas d'aller à la Knesset et de faire entendre la voix, cette voix qui était un élément constitutif de ce mouvement, dans le lieu où se joue la politique. Longtemps, on a cru que ça pouvait dormir, que ça ronronnait. Le Pépé Netanyahou était là, il gérait les affaires. Tout le monde pouvait dormir sur ses deux oreilles. Et un jour, Pépé Netanyahou, il est allé voir ses copains qui sont pas sympas et qui sont en train complètement de remuer la vieille dame qu'est l'État, de remuer la politique à un point où ça n'est jamais arrivé. Et donc, il va falloir qu'on crée les garde-fous et le leadership nécessaire pour rentrer à la Knesset et faire ce taf. Pour moi, c'est indéniable que le mouvement de contestation, c'est là où il doit emmener un certain des leaders là-bas. Et je peux vous dire qu'il y en a formidables. Il y a des gens dans le mouvement de contestation qui sont des leaders extraordinaires. Il faut qu'ils soient là-bas et qu'ils fassent entendre la voix populaire, après tout. Très bien. Bon, sur ces belles paroles optimistes, et je partage ton optimisme parce que je crois que ce mouvement, de ce que j'ai pu constater, va pas s'arrêter prochainement. Il a une vitalité et une mobilisation. Alors, on me demande comment aider. Alors, dans le dernier mail qu'on vous a adressé pour vous informer de la réunion de ce soir, on vous a donné le lien pour participer au financement. Comme l'a été dit, ce mouvement est financé par les manifestants eux-mêmes. Hein. Ce n'est pas l'Iran qui finance, n'en déplaise à M. Netanyahou, c'est bien le public israélien dans toute cette diversité qui autofinance ces manifestations. Donc, il y a le lien qui vous est donné, on le remettra sur le site, ça s'appelle Force Kaplan, qui centralise en ce qui concerne l'activité des Israéliens à l'étranger. On en a un peu parlé ce soir, mais il y a partout, dans toutes les villes des États-Unis, d'Europe, des grandes capitales européennes, etc., régulièrement des manifestations de soutien. À Paris, tous les 15 jours, il y a un groupe qui organise des manifestations. On donnera les informations sur le site, vous pouvez vous y joindre. Il y a des groupes WhatsApp qui diffusent beaucoup d'informations. Quotidiennement, il y a un groupe qui diffuse une information, c'est Défendre la démocratie israélienne, dans lequel il y a un rapport quotidien de tout ce qui se passe. Tout cela, on mettra sur le site toutes les infos. Donc, il y a des moyens de participer et d'être présent. Et enfin, on va réfléchir à faire aussi une réunion publique. J'espère que la crise du Covid ne va pas nous contraindre à revenir à empêcher des réunions publiques. On va essayer de prévoir, en tout cas à Paris, l'organisation d'une réunion publique dans les 2-3 mois à venir, importante pour matérialiser ce soutien. Je pense que l'actualité sera encore là dans 2-3 mois, ça ne va pas s'arrêter d'ici là. Alors, dernière question très ponctuelle, comment se connecter à Tikva? Quelqu'un a fait
allusion à Tikva, c'est toi, je crois, David. Tu peux dire en gros comment se connecter à Tikva, qui c'est voilà. D'accord, alors, donc vous pouvez aller récupérer des vidéos c'est des vidéos courtes d'1 minute, 2 minutes, qui sont traduites, sous-titrées. Il y a plein de gens qui y travaillent, et donc les diffuser directement à partir, si ça c'est pour le travail de diffusion, ça vous permet aussi pédagogiquement de comprendre, c'est court, c'est efficace, de comprendre parfois les enjeux de certaines choses, ou de décrypter ce qui s'est passé dont on ne comprend pas toujours les subtilités. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a même parmi les gens ici, j'ai vu tout à l'heure, des gens qui sont bénévoles et qui font partie de groupes de traduction aux côtés. Alors il y a un groupe français qui s'appelle les traducteurs français de l'espoir, un groupe WhatsApp qui s'est constitué. Je crois qu'il y a 5-6 personnes aujourd'hui qui travaillent dur, des gens qui font un boulot extraordinaire. Et donc c'est sur WhatsApp. Je peux mettre sur le groupe des démocrates mobilisés un post avec les liens sur Tikva, pour tous ceux qui veulent prendre du temps et aussi donner du temps pour traduire, etc. Bon, il faut un certain niveau quand même. Mais voilà, mais moi, je les embrasse tendrement parce qu'ils font un boulot extraordinaire. On en arrive à une situation où il y a une vidéo qui sort un jour et en 24 heures, 48 heures, elle est déjà sous-titrée et diffusée en français, ce qui nous permet, et tous les groupes de langues différentes, d'être extrêmement réactifs. Le 27 septembre prochain, mercredi soir à 20h, à Yafo, sur un toit, ça va être très sympa. On organise avec Stéphane Jouffa, qui est le rédacteur en chef de la MENA, Metula News Agency, et on organise une soirée sur, finalement, la crise institutionnelle et ses répercussions sur la sécurité d'Israël. C'est-à-dire qu'on va essayer de creuser, on n'a pas beaucoup fait ce soir, sur la question des pilotes, sur la question de la frontière, sur la question du Hezbollah. Donc on va essayer de penser qu'est-ce que cette crise institutionnelle a comme une incidence stratégique profonde sur la capacité sécuritaire de l'armée d'Israël, du pays. Voilà, ce sera le 27, donc ça c'est aussi sur les démocrates mobilisés, c'est annoncé, c'est un événement, le 27 septembre, dans une semaine à peu près, oui, une semaine exactement, cette soirée il faut s'inscrire bien sûr. Voilà, j'invite tous ceux qui sont en Israël et qui veulent, en français bien sûr, écouter sur les questions de sécurité et de crise institutionnelle. Bonjour à tous. Nous sommes donc un collectif qui s'appelle Défendre la démocratie israélienne. On a un groupe WhatsApp qui diffuse des informations, notamment quand on organise des manifestations. Comme David l'a dit, on fait en gros une fois tous les 15 jours. Et notre page Facebook est en train, depuis une semaine déjà, d'être redynamisée et on y met beaucoup d'informations, notamment il y a un article tout à l'heure qu'on a mis sur la loi de destitution dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc. Bon, ben écoutez, je vous remercie tous les quatre. Bon, Yaniv est parti manifester, il n'est plus avec nous, mais Tamar, Dorit et David, je crois que vous avez apporté beaucoup d'informations et je crois qu'il y a de la matière, en tout cas beaucoup de réponses et d'autres questions qu'on se pose encore. Et on sait que c'est un mouvement qu'on va accompagner, soutenir. Et encore une fois, financièrement, vous avez les liens dans le mail, on le remettra sur le site. Vous pouvez participer en envoyant votre contribution à Force Kaplan, qui coordonne un petit peu la collecte des fonds pour organiser toutes ces manifestations. Et merci, Shana Tova à tous. L'année commence avec beaucoup d'enjeux et espérons qu'elle se terminera mieux que la précédente qui s'est achevée la semaine dernière. Au revoir, bonsoir. Au revoir.